Bonjour et bienvenue à notre capsule de comment financer sa retraite d'une façon efficace. Je me présente, mon nom est Lorraine Clément. Je suis résidente de Boucherville depuis, je dirais, au moins 40 ans. Et puis, je suis membre du conseil d'administration de la FADOC. Aujourd'hui, je suis accompagnée de M. Michel Trépanier, qui est effectivement gestionnaire en placement, gestionnaire de portefeuille de valeurs mobilières Desjardins. Donc, avant de commencer notre entretien, j'aimerais préciser quelques aspects techniques. Au départ, notre capsule est enregistrée. Donc, ça sera possible pour vous de la revoir. Pour la visionner, je vous invite à aller visiter le site web de YouTube, qui est également sous Bien vieillir Boucherville. En passant, vous allez être en mesure de voir toutes les autres capsules qui ont été enregistrées depuis plusieurs mois. Également, si vous avez des questions, c'est certain que c'est un sujet quand même qui fait à réfléchir, puis c'est possible que vous ayez des questions suite à la rencontre. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur le site web de Boucherville et vous allez avoir la possibilité de poser vos questions à Mme Marie-Laurence Audette. Puis encore une fois, le site web de la ville de Boucherville, c'est pas sorcier et son courrier électronique, c'est marie-laurence@boucherville.ca. En passant, c'est marie-laurence.audette@boucherville.ca. Et puis, vous allez avoir également ses coordonnées. Donc, comme je le mentionnais précédemment, nous allons discuter ensemble de comment financer sa retraite. Je vais vous dire que moi-même, ça fait pas longtemps que je suis à la retraite. Puis, moi aussi, j'avais quelques préoccupations. Je me demandais bien comment j'étais pour gérer ma retraite. Puis surtout mes finances. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait appel à M. Trépanier pour qu'il puisse me donner quelques idées pour voir comment je serais en mesure, effectivement, d'avoir une belle retraite, une retraite agréable. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Trépanier. Juste pour vous dire qu'effectivement, la capsule va durer environ entre 30 et 40 minutes total. Donc, Michel. Merci, Mme Clément. Je vais débuter la présentation en rappelant quelques statistiques. Les gens prennent leur retraite en moyenne à l'âge de 63 ans. Les hommes vivent jusqu'à 80 ans, les femmes jusqu'à 84 ans. L'horizon de temps est donc relativement long. On épargne tout au long de notre vie et on utilise nos épargnes pour financer notre retraite. Maintenant, idéalement, si on se prend relativement tôt et qu'on se bâtit un plan de retraite, eh bien, on peut poser toutes sortes de gestes qui vont nous amener à maximiser les épargnes et s'offrir comme ça, du coup, un niveau de vie selon nos attentes, en ligne avec nos attentes. C'est l'idée de se rendre tôt pour bâtir un plan de retraite. Donc, un plan de retraite peut se diviser en deux phases. Durant les années productives, on accumule des épargnes et puis au moment de la retraite, on utilise nos épargnes. Eh bien, en raison ici du temps qui nous est dévolu, eh bien, je vais me consacrer sur la deuxième phase du plan de retraite, celle de l'utilisation des épargnes. Et du coup, on va voir comment maximiser nos sources de revenus. Parce que je parle d'épargne comme étant la source de revenus première de bien des gens. Très peu de gens ont un fonds de pension. Quand je dis très peu, bon, dans nos statistiques, 40% des gens ont un fonds de pension, donc un revenu de base relativement élevé pour plusieurs, qui leur permettent de rencontrer leurs besoins. Et ensuite de ça, ils ont bâti des épargnes. Et pour certains, ce n'est que ça, que leurs épargnes discrétionnaires qui servira à financer la retraite. Et par conséquent, il y aura des réflexions à faire tout au long de la vie pour poser les gestes les plus judicieux pour décaisser. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc,
Je vais vous rappeler qu'un plan financier, eh bien, c'est une projection des revenus et dépenses et que ça montre l'accumulation des épargnes dans une première phase et puis l'utilisation des épargnes dans une deuxième phase. Et c'est lors de cette deuxième phase, l'utilisation des épargnes, que les questions, bien des fois, sont les plus préoccupantes parce que les gens n'ayant plus de revenus et veulent rencontrer leurs besoins sans épuiser leur capital trop vite et poser les gestes fiscaux les plus gagnants pour eux, eh bien, voilà, qu'ils ont à se documenter, s'informer. J'espère que cette capsule-ci couvrira quelques-unes des questions qui vous occupent, vous préoccupent. Voilà. Donc, le contenu, rapidement, qu'est-ce qu'un plan financier? Déjà, je l'ai défini en partie, mais j'irai plus en détail dans un instant. Comment structurer les revenus à la retraite? On va voir qu'il y a des revenus de sources non discrétionnaires, de base, puis des revenus discrétionnaires. Le non discrétionnaire, bien, c'est des revenus sur lesquels on n'a aucun contrôle. Par exemple, au régime des rentes du Québec, on a un contrôle. En un point dans le temps, on prend une décision à savoir quand est-ce qu'on encaisse. Est-ce qu'on encaisse par anticipation de notre régime des rentes du Québec ou bien est-ce qu'on le retarde? On va se pencher là-dessus tantôt. La même chose pour la pension de sécurité de vieillesse. On ne peut pas la relancer, mais on peut la retarder pour la bonifier. Puis ça va donner lieu à des stratégies d'approvisionnement, de financement de la retraite. On verra ça dans un instant, mais j'en étais à dire qu'à la base, il y a des revenus qui sont non discrétionnaires sur lesquels on n'a pas de contrôle. Il faudra les additionner pour voir jusqu'où ces revenus qui entrent de soi suffisent à rencontrer vos besoins. Si vous avez besoin de plus, eh bien là, il faudra puiser dans votre vieux gagné, vos épargnes, les épargnes qui prendront plusieurs formes. Pour la plupart, c'est d'abord de l'argent investi dans le REER, ensuite dans un CELI, programme fort avantageux sur lequel on se penchera tantôt, et puis les épargnes qui peuvent être aussi dans des comptes comptants, comptes réguliers, investis sous différentes formes, qui procurent des revenus d'intérêt, de dividendes, de gains en capital, et vous serez appelé, vous le devinez ici, à vous soucier à chaque fois de l'impact fiscal associé à chacune des sources de revenus. Donc, on prendra quelques minutes là-dessus. Puis, ultimement, je ferai un rappel de quelques stratégies de base. Puis, quand je dis stratégie, c'est un bien grand mot. On peut parler de gestes à poser pour trouver à bien faire. Et les gestes à poser, là, ne seront pas les mêmes pour tout le monde parce qu'on ne poursuit pas tous les mêmes objectifs. Quand on parlera, par exemple, de réduire les impôts, eh bien, pour bien des gens, ça va signifier dans l'année même réduire les impôts, alors que si on fait une projection financière, c'est pour voir à minimiser les impôts, bien des fois dans le temps. Donc, le point de vue du conseiller qui portera sur le long terme pourrait différer du point de vue du client qui, lui, veut s'assurer de minimiser l'impôt dans l'année même. Donc, on verra qu'il y a différents points de vue, différents objectifs que l'on peut poursuivre. Par exemple, on fait des projections financières, puis la projection donne en un point dans le temps le bilan successoral. Certains vont vouloir, avec la pensée de laisser de l'argent, en laisser un montant déterminé. D'autres voudront, parce qu'ils estimeront que la meilleure planification, c'est celle où on rend l'âme en dépensant le dernier sou, ne laisser rien ou à peu près rien. Donc, on verra dans ces cas-là maximiser le niveau de vie à partir des avoirs accumulés. Mais voilà que dans le plan, il y aura 3 phases. Phase d'accumulation, phase d'utilisation des argents et puis la phase successorale qui est celle du bilan qu'on établit à l'aide des projections financières. Voilà. Qu'est-ce qu'un plan financier de retraite? C'est une projection financière de vos revenus et dépenses en fonction de vos besoins et objectifs financiers, fiscaux et successoraux, comme mentionné précédemment. Puis, ça vise à vous aider à maximiser votre niveau de vie, réduire vos risques, minimiser vos impôts. En somme, passer la plus belle des retraites. Puis, idéalement, on va faire ce travail de projection avec des hypothèses relativement conservatrice parce qu'on veut que vous surviviez
que votre capital vous survive, pardon. Michel, j'ai une question pour toi, justement. Un plan financier, on fait ça à quel moment? Idéalement, je dirais au moins 5 ans avant la retraite, parce que toutes sortes de gestes qui peuvent être posés pour bonifier la retraite. Par exemple, ceux qui bénéficient d'un compte de retraite immobilisé. En finance, on utilise beaucoup d'acronymes, je vais aller définir, mais qu'est-ce qu'un compte de retraite immobilisé? Ou, dans le reste du Canada, on parlerait de REER, Lock-in, RRSP, puis ils ont d'ailleurs des règles d'opération légèrement différentes, mais gardez à l'esprit qu'un CRI, c'est de l'argent provenant d'un fonds de pension que vous avez transféré dans votre institution financière, et pour respecter l'esprit du fonds de pension qui devait générer une rente viagère, bien votre CRI est conçu de sorte à générer une rente viagère, c'est-à-dire il y a un montant minimum prescrit aux retraites et un montant maximum aussi de prescrit. En somme, vous ne pouvez pas décaisser votre CRI rapidement, trop rapidement. Vous devez le décaisser à l'intérieur des contraintes qui sont fixées, c'est-à-dire à l'intérieur d'un minimum et d'un maximum. Comme c'est relativement contraignant, en tout cas, ça donne pas autant de liberté que si l'argent était dans un REER, eh bien, il y a possibilité, quand on se prend relativement tôt, de désimmobiliser votre CRI, c'est-à-dire envoyer une partie dans votre REER. Ça, ce n'est plus possible le passé, rendu à 65 ans. Donc, on invite les gens à réfléchir à la retraite bien avant d'y arriver. Puis d'autant plus que lorsque les gens se fixent un montant de revenus, il faut qu'ils envisagent que le montant de revenus qu'ils veulent s'offrir, ils auront à se l'offrir sur un grand nombre d'années. L'espérance de vie, on sait, augmente. Quand j'ai l'espérance de vie, tantôt j'ai donné des chiffres, puis vous voyez des gens qui vieillissent bien et passablement plus longtemps que les chiffres annoncés précédemment. C'est parce que j'aurais pu introduire la notion d'espérance de survie. C'est-à-dire que si on est déjà rendu à 60 ans, notre espérance du groupe des gens de 60 ans est passablement plus élevée que le fameux 80 ans pour les hommes, puis 84 ans pour les femmes. Donc, on est appelé à planifier pour un grand nombre d'années. Il faut donc accumuler des montants relativement importants. Donc, si on se prend tôt, bien, l'effort financier à fournir, eh bien, quand on a des chiffres en tête, des balises en tête, des cibles en tête, mais on y arrive bien des fois plus aisément que lorsqu'on y va à la fois. Donc, ce que je comprends, ça serait sage de le faire tôt. Puis en même temps, peut-être passer le message aussi à nos membres de notre famille, parce que des fois, c'est pas une réflexion qu'on fait automatiquement. Donc, je pense que je comprends très bien aussi l'importance de le faire peut-être un peu plus tôt. Oui. Comment structurer les revenus? Bien, j'ai mentionné que 40% des gens avaient un fonds de pension, qu'ils avaient, eux, de l'argent non discrétionnaire, c'est-à-dire que ça arrive, ils n'ont pas de contrôle là-dessus, ça arrive, c'est bien tant mieux pour eux, mais que la plupart des autres devaient accumuler des épargnes pour financer leur retraite, et ça, c'est passablement plus stressant, dans le sens que le risque leur incombe de faire fructifier cet argent-là, et puis de le décaisser judicieusement pour ne pas épuiser le capital trop rapidement. Puis, je le rappelle, on vit de plus en plus vieux et puis on veut que notre capital nous survive. Donc, il y a un savant dosage ici à faire pour les retraites. Mais plus que ça, votre épargne va prendre différentes formes. Elle va être investie en REER, en CELI, en compte comptant, puis pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ils ont un compte de gestion. Et puis, il y a un impact fiscal associé aux déboursés, aux encaissements de ces argents-là, qui sont différents. Et ceux qui ont plusieurs sources de revenus auront le loisir de faire un travail d'optimisation fiscale. Mais ça devra être fait et refait année après année, parce que les règles fiscales ne sont pas tous les noms dans le ciment, donc il y aura un travail de réflexion, mais vous verrez qu'il y a des argents, encore une fois je le dis, de sources non discrétionnaires qui sont fixes, et des sources discrétionnaires, et on les mentionnera, ces sources, dans un instant, j'y arrive.
La planche suivante montre ce que je mentionnais, c'est qu'il y a des revenus de base que j'ai appelés non discrétionnaires, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Il y a des revenus complémentaires, qui sont des revenus discrétionnaires, sur lesquels on a un contrôle et sur lesquels on exercera certains choix d'ordre financier et d'ordre fiscal. Et ce sont deux types de décisions financières et fiscales qui sont importantes à prendre en compte. On établit l'impôt sur le revenu à partir de la table progressive d'impôt, puis on obtient comme ça le niveau de vie souhaité qu'on verra faire grossir au rythme de l'inflation pour ne pas perdre, pour pas qu'il y ait d'érosion de votre pouvoir d'achat dans le temps. Donc, comment structurer les revenus de retraite? Je le dis, établir d'abord l'ensemble des sources de revenus de base. Quels sont-ils? Bien, votre régime des rentes du Québec. J'en profite pour dire qu'on peut devancer, mais devancer, est-ce que c'est gagnant? Bien, si j'ai rappelé l'espérance de vie des hommes et des femmes dans un premier temps, c'est pour vous indiquer que si le point mort qui nous fait basculer entre un choix ou un autre, c'est-à-dire devancer ou attendre, le point mort est établi à peu près 77 ans. Pourquoi est-ce que je dis à peu près? C'est toujours une fonction de calcul actuariel et du coup d'hypothèse de travail, mais disons que 77 ans, c'est un chiffre sur lequel plusieurs s'entendraient, et bien voilà qu'un homme qui a une espérance de vie de 80 ans ferait peut-être, lui, le pari d'encaisser tôt le régime des rentes du Québec. La femme qui a une espérance de vie de 84 ans pourrait faire le pari que c'est plus intéressant d'attendre puis d'avoir le régime des rentes du Québec bonifié. Plus que ça, je suis tenté d'ajouter qu'il y a des stratégies ou des façons de voir qui peuvent différer d'une personne à une autre. Prenons l'exemple de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'aspiration à laisser quelques argents que ce soit, et puis qui a une certaine insécurité financière. Il pourrait choisir d'utiliser d'abord son épargne discrétionnaire, ses REER, CELI, pour financer les premières années de retraite, à même ses argents, pour retarder l'encaissement du régime des rentes du Québec, retarder la pension de sécurité vieillesse, puis avoir des rentes bonifiées à vie, et pleinement indexé. Donc, quelqu'un peut vivre comme ça jusqu'à 110 ans avec une certaine paix d'esprit. Mais pour bien d'autres personnes, bien, ce luxe-là de voir et entrevoir des choses comme ça ne se pose pas. Certains sont obligés d'encaisser parce que financièrement, c'est un besoin. Et bien, à ce moment-là, devancer, sachez qu'il y a un petit coût. Vous allez avoir 64% du plein montant si vous prenez à l'âge de 60 ans. Il y a un facteur d'anticipation qui réduit le montant. Pension de sécurité de vieillesse, de la même façon, vous pouvez retarder, bonifier, puis ça s'adresse aux gens qui ont cette possibilité-là. Puis quand je dis cette possibilité, donnons rapidement l'exemple de quelqu'un qui aurait un parc immobilier, mais qui en avançant en âge entrevoit s'en départir. Bien, si on sait qu'on ne connaît pas l'avenir de personne, et puis on ne peut pas jamais jurer que les choses vont survenir dans telle année, telle autre année, mais si on fait un travail de réflexion qui nous amène à porter le regard vers l'avant, c'est justement pour s'aider financièrement et fiscalement. Bien, la pension de sécurité de vieillesse, on peut être appelé à la rembourser dans certains cas. Quand on gagne plus de 79 000 $, on commence à la rembourser. Et puis quand on gagne plus de 129 000 $, on a fini de la rembourser. Donc, il faut faire attention, il faut gérer nos revenus dans le temps, il faut étaler idéalement nos revenus dans le temps. Donc, quelqu'un qui aurait un parc immobilier, puis qui dirait, je compte vendre une propriété à 65 ans, un autre à 66 ans, un autre durant mon année où j'aurai 67 ans, bien, j'inviterai cette personne-là qui va avoir des gros revenus ces années-là en raison d'importants gains en capitaux qu'on peut
enfin, que je présume ici, eh bien, on pourrait inviter cette personne-là à retarder l'encaissement de sa pension de sécurité vieillesse pour avoir un montant bonifié. Parce qu'au cours des 3 premières années, comme elle dépasserait fort probablement le montant de 79 000, elle aurait été appelée à rembourser. Puis si vous l'avez demandé et puis que vous n'y avez pas droit en raison de vos revenus, eh bien, il ne faut pas penser qu'elle va être bonifiée. Donc, il y a des décisions à prendre dans le temps. Michel, donc ce que moi je comprends, c'est qu'il y a quand même des avantages de retarder, justement, d'obtenir nos pensions en tant que telles, si on peut. Quand on a la capacité financière, quand on a la capacité financière, puis l'espérance de longévité, l'espérance de vie assez longue, puis là, à chacun de se poser la question, à savoir est-ce que dans la famille, chez moi, les hommes meurent tôt, quel âge sont morts mes parents, parce que si on projette vivre jusqu'à 95 ans, puis l'histoire génétique de la famille ne nous y amène pas, eh bien, on se sera peut-être privé de certains montants. D'accord. Donc, la longévité, parce qu'on ne connaît pas la date du départ, et puis, ultimement, pour bien répondre à la question, ici, c'est au moment du décès, si on pouvait faire une dernière réflexion, on pourrait dire que j'ai pris une bonne décision en anticipant ou bien en retardant. Mais c'est seulement à ce dernier moment qu'on va savoir si la décision a été des meilleures. Donc, comme on prend des décisions se projetant dans le temps, c'est encore vrai aussi dans le monde du placement, on les prend toujours sur la base de probabilité, du caractère raisonnable de la décision. Donc, oui. Je poursuis avec les revenus de base. Les revenus de base, bien oui, Régime des rentes du Québec, pension de sécurité de vieillesse, le supplément de revenus garanti, l'allocation conjoint survivant, rente d'un régime de pension agréé. Je le dis, je le redis, seulement 40% en bénéficient. Donc, bien d'autres gens n'auront que les épargnes discrétionnaires. Retrait prescrit d'un régime de rente individuelle, retrait minimum des FER et des FRV. Là, je viens d'introduire FER, Fonds enregistré de revenus de retraite, FRV, Fonds de revenus viagers. Au plus tard, à l'âge de 71 ans, les gens convertissent leur REER en FER et s'obligent du coup, c'est la nature du programme, à décaisser un montant qui est établi par un pourcentage prescrit par le fisc, pourcentage qui s'applique aux avoirs au compte en question au 31 décembre. Donc, c'est tôt en janvier qu'on sait exactement combien on pourra ou devra encaisser. Là, je parle des montants minimums. Ça, c'est pour le faire. Et le FRV, bien, c'est la conversion du prix qui, elle aussi, survient plus tard à 71 ans et donne droit à un décaissement qui est aussi régi par un minimum prescrit, mais aussi un maximum, et par conséquent, on n'a pas autant de liberté. Ce qui m'amenait à dire un peu plus tôt que on peut désimmobiliser une partie, il y a des règles qui le permettent jusqu'à un certain moment donné, mais autrement, on est pris pour vivre avec ces contraintes qui, bien des fois, peuvent aider certaines personnes qui auraient puisé, bien des fois, trop vite dans leurs épargnes. Dans ce cas-ci, ils ne peuvent pas épuiser le capital, il restera toujours du capital, puisqu'on est contraint à un plafond de retraite. Oui. Moi, les règles, justement, là, pour les retraits minimums, est-ce qu'il y a un endroit que je peux voir ces règles-là? Est-ce que c'est accessible? Il y a des sites Internet, les sites officiaux des gouvernements qui vous permettent de voir les pourcentages de retraite qui s'appliquent. Peut-être bon là, de rappeler que le pourcentage s'applique à la valeur de votre compte au 31 décembre. Et puis ce montant-là, c'est le montant minimum. C'est pas nécessairement le montant dont vous allez avoir besoin pour satisfaire votre niveau de vie. Vous pouvez retirer plus au rythme que vous voulez. Peut-être fait intéressant ici à noter, quand on retire que le minimum,
l'institution financière n'est pas obligée de faire de retenue à la source. Donc, les gens qui sont habitués, puis là, je m'adresse peut-être aux entrepreneurs ici, là, ceux qui sont habitués de verser des acomptes provisionnels, peut-être vont préférer ne pas avoir de retenue à la source, avoir leur plein montant, puis faire leur versement d'acompte provisionnel le 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre. Et pour certains, c'est plus intéressant. En fait, ils ont davantage de contrôle sur le montant qu'ils peuvent verser, puis ils n'ont pas l'impression, ces gens-là, d'en verser trop à l'avance, de financer ainsi plus largement le gouvernement qui en prélèverait à la source, par exemple, des fois. D'accord. Voilà pour les FR et FRV. Ça complète ça ici, la portion de revenus de base. Et ces revenus de base-là, je l'ai dit, une fois additionnés, peut-être qu'ils suffisent à rencontrer l'ensemble des besoins. Si c'était le cas, bien, l'ensemble des autres épargnes eh bien, devraient être décaissées judicieusement, et selon les règles, les besoins, sans plus. Et puis, ça permettrait une planification successorale. Il y aurait des agents. Mais quand ça ne suffit plus, ça ne suffit pas. Il faut voir à compléter le montant de base pour atteindre les niveaux de vie désirés. Puis c'est là qu'on va puiser dans les argents discrétionnaires, c'est-à-dire le vieux gagnant, votre épargne qui va prendre plusieurs formes. Et puis, pour parler plus longuement des argents discrétionnaires, mais gardez à l'esprit que ça peut venir de différentes sources. Ça peut venir, entre autres, de la vente d'actifs. Ça peut venir d'un compte de gestion pour les entrepreneurs. Donc, on verra que dans ces argents-là, selon la source, il y a des montants qui sont imposables, des montants non imposables, des montants faiblement imposés. Et voilà qu'on aura un jeu pour voir à minimiser les impôts. Et certains n'ont pas ce loisir-là. Parmi l'auditoire, peut-être que certains disent ma situation, elle est simple. Je m'en tiens à ce que j'ai juste un fer, j'ai l'obligation de décaisser mon fer, je le décaisse au rythme prescrit par le fisc, et puis voilà, il n'y a pas d'autres considérations financières ou fiscales. Puis, je me retraite là, pas d'autres considérations fiscales, parce que considérations financières, là, on verra qu'on peut faire profiter l'argent relativement bien. Et là, je rappelle que l'horizon de temps de la retraite est relativement long, sur un grand nombre d'années. Donc, en principe, on devrait chercher à faire travailler son argent activement. Oui, tout à fait. Non, je pense que ça, c'est un très bon point. Il faut faire fructifier notre argent. Oui. Même si on est à la retraite. Mais, oui. En fait, vous avez travaillé fort toute votre vie. Vous attendez à ce que votre argent travaille fort pour vous. Et puis, voilà que je vous invite à être propriétaire avec un ensemble d'autres copropriétaires d'entreprises. En investissant dans des actions pour une portion, vous êtes propriétaire, vous participez à l'économie et c'est si souvent plus intéressant pour faire fructifier ces argents long terme. Sur le court terme, il y a tellement d'aléas que ça ne convient pas tout un chacun, mais sur le long terme, pour quelqu'un qui a le détachement émotif nécessaire pour laisser courir ses argents, ça peut être intéressant d'en avoir une portion. Puis tout est une question de portion, ici, de proportion. Et puis, il faut que ça convienne. Il faut que ce soit dans le cadre du profil financier des gens. C'est-à-dire, profil financier, là, ça se divise en deux éléments. Puis, posez-vous la question, vous voyez, il y a la partie objective qui est celle de la capacité financière. Avez-vous la capacité financière de supporter certains risques? Et puis, il y a la partie plus émotive, plus subjective, qui est celle des préférences. Eh bien, peut-être que vous n'en voulez pas des aléas des marchés, peut-être que vous acceptez les aléas des marchés parce que vous avez le recul nécessaire pour voir la profitabilité qui peut être associée à de pareils investissements. Donc, c'est à chacun de trouver sa zone de confort, puis on peut être là pour guider. Oui.
Je poursuis avec Non, je pense que tu as bien expliqué la situation. Je poursuis avec les revenus de sources discrétionnaires. Eh bien, les retraits des placements non enregistrés. Puis là, je commence par eux, mais ça ne signifie pas qu'il y a un ordre de décaissement tout fait, tout établi. Puis ceux qui se sont fait faire des projections financières, gardez toujours à l'esprit que l'outil, le logiciel, prévoit bien des fois un ordre de décaissement, et puis l'ordre de décaissement n'indique pas nécessairement la meilleure des solutions pour vous, très spécifiquement. Dans le sens que ça donne à coup sûr des balises, une projection financière, des balises auxquelles référer dans le temps pour voir si on est en ligne avec ce qu'on voulait atteindre dans le temps. Mais il y a des gestes fiscaux, des décisions à prendre année après année, à savoir de quelle source on va tirer les revenus. Et voici ici qu'il y a des revenus non imposables et les retraits des placements non enregistrés. Bon. Quand on fait une vente d'un placement non enregistré, eh bien, on déclenche un impact fiscal. Je dis non imposable, mais le capital est non imposable. Mais si en vendant, parce que vous avez des actions de BCE, par exemple, vous avez vendu les actions, bien, le capital investi, lui, est non imposable, mais par contre, le gain en capital, lui, est imposable. Les dividendes qui auront été générés auront été imposés aussi dans le temps. Mais le capital, lui, il vous revient. Donc, ultimement, c'est moins cher de retirer de l'argent d'un compte non enregistré que d'un compte enregistré. Le compte enregistré, lui, il s'ajoute, le retrait s'ajoute à vos revenus, puis est pleinement imposé à votre plein taux d'imposition. Donc, gardez à l'esprit que pour les placements non enregistrés, ceux-ci génèrent des revenus d'intérêt, de dividendes et de gains en capital. C'est des traitements fiscaux différents pour les trois sources de revenus. Et puis, peut-être qu'à certaines étapes dans la vie, une source de revenus est préférable à une autre. Et gardez à l'esprit que si vous tirez des revenus sous forme de dividendes, ceux-ci sont ajoutés sur votre rapport d'impôt en étant majorés d'un facteur de 25%. Donc, votre revenu imposable est grossi et du coup, les crédits d'impôt ou les autres droits qu'on pourrait avoir par ailleurs en fonction du revenu pourraient être affectés, diminués. Je comprends. Alors qu'il y a d'autres sources de revenus, comme le gain en capital, lui, qui a un taux d'inclusion dans le rapport d'impôt de 50%. Vous faites un gain en capital de 10 000 $, vous rapportez que 5 000 $ sur votre rapport d'impôt. En supposant que vous êtes imposé à 50%, bien, il y a 2 500 $ qui partiraient. 2 500 $ en impôt sur 10 000 $ de gain, c'est 25% d'impôts à payer, ce qui est passablement moins élevé que ce que vous paieriez sur les revenus d'intérêt ou même les revenus de dividendes. Donc, voilà pour les revenus non imposables. Il y a les retraits des placements non enregistrés, les retraits des CELI, les dividendes. Je dis retrait des CELI, puis je vais, dans l'ordre de décaissement des avoirs, je vais retarder l'encaissement des CELI tellement le régime est intéressant et gagnant. Mais retarder, ça doit toujours être fait et pensé judicieusement. Je m'explique. S'il vous reste juste quelques actions dans votre compte non enregistré sur lesquelles vous avez d'énormes gains en capital, peut-être que vous ne voulez pas les encaisser, vous voulez les laisser courir plutôt que de déclencher un impôt à payer sur l'énorme gain en capital. Quand je dis énorme, dans certains cas, c'est faramineux. Pourquoi? Parce que certains auront été fidèles, auront compris la logique du buy and hold, acheter et conserver, auront laissé courir des actions qui auront grossi énormément au fil des ans. Donc, s'en départir, ça devient coûteux fiscalement. Donc, à ce moment-là, on pourrait privilégier un retrait du CELI pour financer les besoins. Revenu imposable, et le revenu imposable, c'est toutes les formes de dividendes qu'on peut avoir là, qui entraînent les impôts, puis les gains en capitaux que l'on déclenche lorsqu'on fait des ventes d'actifs. J'ai parlé tantôt de stratégie ou d'un regard qu'on doit porter sur l'avenir quand on pense départir de biens. Pensons à la maison. En vieillissant, nous forcerons pas en augmentant, tout le monde le sait. Et bien, il vient un temps où peut-être qu'on veut
ratisser la maison, vendre la maison. Eh bien, la question de la résidence principale, cette notion de résidence principale fait surface. C'est-à-dire, est-ce que notre bien sera entièrement exonéré parce que ce sera réellement notre résidence principale qu'on vendra? Et si vous avez vendu quelques années précédemment un chalet sur lequel il y avait eu un gros gain en capital, vous aviez pensé bien faire en nommant ce chalet, en désignant ce chalet résidence principale, peut-être que ça a été un bon coup. Mais vous ne pouvez pas réutiliser ces mêmes années-là. Hein. Vous avez droit à une résidence principale par année, par couple. Donc, cette notion-là est importante. Il y a un travail à faire, un calcul à faire pour voir quelle résidence nommée ou désignée résidence principale. Mais voilà, vous pouvez tirer aussi des argents de vente d'actifs et puis très souvent, quand on fait une projection financière pour les gens, on établit le niveau de vie en raison des avoirs financiers dans un premier temps, purement financiers, puis on en vient dans le temps à grossir ces avoirs financiers lors de la vente d'actifs. Puis la vente d'actifs, ça peut être, oui, la résidence principale, ça peut être le chalet, et puis pour les entrepreneurs, ça peut être l'entreprise et le commerce, exactement. Donc, je pense qu'il faut faire des choix judicieux. Hein? Donc, avant de prendre une décision, selon moi, on a plusieurs possibilités. Ouais. Donc, c'est de voir l'impact. Hein? Que le fait de retirer ou de vendre, ou, oui. Encore une fois, de voir comment ça va avoir, je dirais, l'impact financier sur, puis voir est-ce qu'au niveau de nos impôts, ça va être quoi le résultat? Bien résumé, effectivement, il y a un impact financier puis un impact fiscal. Puis il faut supposer les deux, il faut regarder les deux, parce qu'ultimement, on vit toujours avec l'argent après impôt, le net. Donc l'impact fiscal est bien important. D'où ici l'ordre de décaissement. Certains aimeraient peut-être une recette fixe, ça simplifierait peut-être ou ça arrêterait la réflexion, alors que la réflexion doit continuer année après année. Pourquoi? Parce qu'on a des temps d'impôts progressifs. On veut rester à l'intérieur de certains montants. Puis je l'ai dit tantôt, pour les gens qui ont des revenus substantiels, eh bien, ils ne veulent pas arriver à dépasser de 79 000 pour avoir à rembourser leur pension de sécurité vieillesse. Est-ce qu'il existe des stratégies pour diminuer les argents? Bien, d'abord, on n'est pas obligé d'attendre à 71 ans, qui est l'année où on est forcé de convertir notre REER en fer. On peut convertir notre REER en fer avant, donc commencer à encaisser, décaisser, étaler nos revenus, de sorte que lorsqu'on aura l'obligation de décaisser, on ne soit pas pris avec un montant élevé au point d'être obligé de rembourser la pension de sécurité vieillesse. Voilà. Ce qui nous amène finalement à parler justement des stratégies de décaissement des revenus de retraite. Bon, et je les résume en rafale ici, puis je m'attarderai à certaines plus longuement, là, mais planifier, de désimmobiliser le prix avant l'âge de 65 ans, j'en ai parlé tantôt, ça devient intéressant, ça donne pas simplement plus de liberté pour décaisser des argents à partir d'un fer, parce que le REER est inévitablement converti en fer dans le temps. Puis, planifier le décaissement du CRI qui est converti en FRV avant même de décaisser le REER. Parce que je l'ai dit, le CRI, qui devient un FRV, Fonds de revenus viagers, est plus contraignant. Donc, on verra, pour rencontrer les besoins, à décaisser d'abord le FRV pour l'anonymiser autant que possible, pour pas être lié ou tenu par cette contrainte trop durement dans le temps, et puis garder le plus de souplesse avec nos agents REER qu'on peut décaisser plus aisément.
Planifiez vendre vos actifs immobiliers sur plus d'une année pour étaler les impôts à payer. Donc, j'ai donné l'exemple tantôt, mais j'ai même lié l'exemple au fait que, passé un certain montant de revenus, on devait rembourser la pension de sécurité de vieillesse. Donc, prévoir, voir aussi loin que possible, mais simplement des fois étaler les revenus, ne pas tout vendre d'un coup. Ça peut être judicieux fiscalement parlant. Planifier judicieusement l'emploi et l'exemption d'impôt sur la résidence principale, je l'ai mentionné. Je vais faire un pas en arrière puis revenir sur le décaissement des fers. Et j'ai dit tantôt qu'on pouvait décaisser par avance les montants. Ça peut être gagnant pour bien des gens dans le temps, pour conserver sa pension de sécurité de vieillesse. Je sais que je me suis répété ici, mais c'est un point sur lequel je tenais à insister parce que j'ai mentionné plus tôt que certaines personnes voient plus courtement les impôts à payer dans l'année. C'est certain que si on retire précocement derrière, que ça s'ajoute à nos revenus, il y a des impôts à payer, mais comme la table d'impôt est progressive, peut-être qu'on restera ou on sera dans la petite braquette pendant quelques années, alors que si on attend d'avoir l'obligation de retirer, peut-être que forcément on va se retrouver dans le haut de la braquette d'impôt. Voilà. Et planifier, devancer ou retarder l'encaissement de votre Régionérant du Québec, eh bien, on en a parlé, mais là, j'aimerais rajouter qu'on peut fractionner les revenus de pension. Et puis, pour le Régionérant du Québec, c'est une décision qui peut être prise. Donc, on soumet à Retraite Québec le calcul pour un couple qui désirait partager ses revenus. Quand je dis partager, là, et partager pour le RRQ, puis je vais prendre l'autre terme, fractionner pour l'ensemble des autres revenus de pension, bien, ça nous permet bien des fois de rester dans la plus petite braquette d'impôt. Mais quand on utilise la stratégie de fractionnement, qui est en fait une écriture au moment de la déclaration d'impôt, on partage les revenus entre deux conjoints, vous devinez que si, pour abaisser nos impôts, on déplace juste une écriture. On n'a pas encore déplacé d'argent, mais on a déplacé des revenus sur papier qu'on a mis au nom de notre conjoint. Elle va se retrouver, ou il va se retrouver avec une facture d'impôt passablement plus élevée. Et donc, l'équité dans le couple voudrait que si on fait ça pour gagner au sens du ménage, payer moins d'impôts, mais que celui qui en bénéficie paie la facture fiscale plus élevée que l'autre supportera forcément dans ce jeu-là. Mais est-ce que c'est intéressant, ça? Ben oui, c'est intéressant. Ça permet peut-être de rester même en deçà du seuil de 79 000 qui permettrait aux deux de garder leur pension de sécurité vieillesse, la pleine sécurité. Je dois te dire, Michel, je n'avais pas pensé à celui-là. Je pense que pour cette année, je vais y réfléchir. Oui, ça peut être intéressant là, de voir au fractionnement. Tout à fait. Ça se veut gagnant. Bon, et voilà, Planifier, retarder. Bon, planifier, retarder l'encaissement de la compte de pension de sécurité vieillesse. Ben, j'ai donné l'exemple. Quand on projette des revenus plus élevés, bien, ça peut être intéressant de le retarder. Puis retarder, ça veut dire bonifier la pension de sécurité. Puis quand je dis bonifier, non seulement il est bonifié, mais il est pleinement indexé. Pleinement indexé sur un plus gros montant, c'est intéressant, c'est gagnant. Et puis, je rappelle que selon l'espérance de vie des gens, puis selon la situation personnelle des gens, les décisions ne seront pas la même. Donc, il n'y a pas de recette toute faite à offrir ici. C'est sur mesure. C'est ça, Michel, parce qu'on a encore beaucoup de gens qui travaillent, puis avec la pénurie présentement, au niveau des employés, je te dirais qu'il y a beaucoup de gens qui, même s'ils sont à la retraite, ça continue à travailler. Puis même ceux, ils retardent leur retraite parce qu'ils ont vraiment besoin de personnel. Donc, je pense que là aussi, ça a un impact.
à savoir est-ce que effectivement je vais retarder ou pas l'encaissement. Bon, il y en a qui travaillent par passion, il y en a qui travaillent pour s'occuper, il y en a qui travaillent pour garder leur statut social, parce que négocier ce dur virage qu'est la retraite, puis quand je dis dur, au dire de plusieurs, c'est une accoutumance, c'est un ajustement. Certains se seront préparés longuement d'avance. On parle de la planification. Là. Tantôt, j'ai mentionné que c'était une projection financière. C'est plus que ça. C'est le début d'une réflexion de ce que sera la vie après. La transition. Oui, la transition. Puis certains s'occupent très activement à la retraite. D'autres, enfin, se maintiennent dans le marché du travail, vont dans le sens de la continuité. Puis effectivement, les revenus qu'ils génèrent, ben, c'est bien des fois rassurant. Parce qu'on l'a dit tantôt, on vieillit. On vit de plus en plus longtemps, donc ça prend des montants assez élevés, merci, pour financer la retraite sur 20, 25, 30 ans, 35 ans dans certains cas. Donc, certains se maintiennent au travail ou vont chercher des revenus pour ne pas avoir à décaisser leur épargne discrétionnaire trop vite. Mais bien des fois, ils en auraient la capacité financière de puiser dans leur épargne, et donc de vous faire une projection financière pour mesurer le niveau de vie que vous êtes capable de vous offrir avec des hypothèses de travail conservatrices. Ça peut être rassurant. D'accord avec toi, absolument. Je poursuis avec l'idée de, à toute étape, voir à minimiser les impôts. Puis quand je dis à toute étape, ça suppose bien des fois de se prendre d'avance, surtout pour les entrepreneurs qui ont des décisions de vendre l'entreprise. Bien, il y a peut-être des montages financiers qui vont être plus intéressants que d'autres. Mais pour revenir sur cette idée de minimiser les impôts, bien, on fait référence des fois aux 3 R, c'est réduire, retarder, puis je n'ai plus le troisième R. Je peux pas t'aider. Bon, mais... Ça va venir, ça va. Oui, ça va venir. Un peu plus tard. Et ça va venir certain. Mais bon, réduire les impôts, c'est en bénéficiant de tous les crédits d'impôt auxquels on a droit. J'ai mentionné tantôt que vous pouviez convertir votre REER en fer avant l'âge de 71 ans. Je veux rajouter qu'on peut convertir partiellement notre REER en fer. On n'est pas obligé de tout le convertir, parce que quand on convertit en fer, on s'oblige à un décaissement annuel. Mais ça peut être intéressant d'avoir un revenu de pension. D'avoir un revenu de pension qui est fractionnable, c'est bon de se rappeler, mais aussi un revenu de pension qui donne droit à un crédit d'impôt au fédéral de 2 000 $. Donc, vous pourriez faire en sorte de vous verser un revenu de pension de simplement 2 000 $. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de revenu de pension. J'ai dit que ça s'adresse à 60% de l'auditoire, ou à peu près, en supposant que l'auditoire est très représentatif de la répartition des choses au Québec. Eh bien, ça peut être intéressant d'avoir un revenu de pension sur lequel vous allez bénéficier de votre crédit d'impôt pendant un certain nombre d'années. Convertir partiellement votre REER en fer, ça peut être judicieux. Voilà pour ce qui est de réduire. Retarder, c'est les impôts, c'est tous les régimes REER, c'est pas des régimes d'évitement d'impôts, non. Ça permet juste de retarder, de remettre à plus tard l'impôt payé. Puis le REER aura quand même donné droit à une économie d'impôt substantielle au moment de l'investissement, mais vous aurez à repayer des impôts plus tard. Voilà. Bien, maximiser les déductions de crédit d'impôt, j'en ai parlé. Créer volontairement des revenus imposables des années à faible revenu, j'en ai parlé. Pour étaler les revenus de sorte à avoir moins de revenus obligatoires à l'âge de 71 ans, entre autres. Maintenez vos revenus imposables sous le seuil de récupération de la pension de sécurité de vieillesse, mais c'est un élément clé qui est plus facilement atteignable comme objectif quand on fait une projection et qu'on se prend d'avance. Sinon, vous allez être confronté à la surprise, heureuse ou moins heureuse, d'éviter à rembourser ou d'avoir à rembourser. Fractionnez vos revenus de pension admissibles entre conjoints, mais ça c'est clé dans une planification pour un ménage. Demandez à diviser les rentes de la Régie des rentes du Québec, bien, là, il y a un savant calcul que Retraite Québec va faire, c'est-à-dire ils vont considérer vos années de vie
communes, vos participations, puis établir quel serait le montant. Puis vous avez toujours le loisir d'accepter ce calcul, d'accepter le partage, puis d'y mettre un terme. Si vous êtes des conjoints de fait, un des deux peut dire je cesse le partage, je ne veux plus, ça s'arrête. Si vous êtes mariés, vous devez toutes les deux autoriser l'arrêt du partage des valeurs. Voilà, ça complète. Moi, je pourrais aller plus loin en parlant de ce qui préoccupe peut-être les détenteurs de comptes de gestion, mais là, je vous invite au besoin à consulter votre professionnel dans l'institution de votre choix. Moi, je suis un représentant de Desjardins, je vous invite à nous consulter. Et on a plusieurs capsules de présentation sur différents sujets qui pourront intéresser la clientèle de Desjardins. Voilà, merci. Monsieur Trépanier, merci beaucoup. C'était très éclairant. Je dois dire que, encore une fois, je pense que pour nous, c'est important d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'on peut faire. J'ai vraiment apprécié principalement toutes les stratégies, puis aussi vous avez, je trouve que la façon dont vous avez présenté, c'était clair, c'était simple. Puis, c'est pas toujours évident pour le commun des mortels de vraiment comprendre tout ça. Mais encore une fois, comme je l'ai mentionné au tout début, vous allez être en mesure de pouvoir revoir cette capsule. Et puis, je vais vous donner le site sur lequel vous allez pouvoir vous diriger pour avoir accès à ce que M. Trépanier nous a confié aujourd'hui. Donc, tout simplement, vous dirigez vers le site web de YouTube et mentionner « Bien vieillir à Boucherville ». Donc ça va vous permettre de revoir cette capsule. C'est certain, lorsqu'on l'entend pour la première fois, il y a toujours des choses comme des questionnements. Donc, je vous invite également, on est là pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez les faire parvenir par courrier électronique à marie-laurence.audet@boucherville.ca. Donc, Marie-Laurence va se faire un plaisir de nous retourner vos questions et on va y répondre et on va faire un suivi, c'est évident. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous. Et puis, je vous souhaite, étant donné qu'on est presque à très peu de jours de Noël, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci, au plaisir.